Maintenant, nous avons l'intervention de Monsieur Ahmed El Haïdi, qui s'appelle « La mondialisation et ses effets au Mexique et au Maroc ». Je crois que le texte est en français, c'est ça? Bien, bonjour tout le monde. Je tenais à remercier le professeur Feely pour cette invitation. And also the chance to get to know some great minds here, like Susan George, Yuri, and Mr. Bloom. Alors, je vais un petit peu parler de ma personne. Je suis né au Maroc, dans le nord du Maroc. Je suis un descendant de Morisques. Donc, au départ, je m'étais dit, je vais faire un travail sur les Morisques d'Espagne. Et en fait, l'histoire se répète parce que il y a une vague de travailleurs sans papier, illégaux, qui traversent le détroit de Gibraltar. Je pense que vous savez tous que Gibraltar veut dire le Djebel de Tariq, le lieutenant berbère qui conquit pour l'armée arabe l'Espagne. Et donc, dans l'espace de 10 ans, il y eut à peu près 10 000 morts dans ce détroit. Certaines personnes donc disparues à jamais. Et de fil en aiguille, mon travail m'a amené donc à comparer donc ces travailleurs sans papier marocains avec les Mexicains, puisqu'en fait le phénomène est très semblable. Et donc de fil en aiguille, eh bien, par mes lectures et par les directives du professeur Feely, on est arrivé à la globalisation, en fait. Moi, je préfère parler de globalisation que de mondialisation, parce que mondialisation, eh bien, il y a une espèce de terme neutre dans la mondialisation. C'est gentillet, donc, qui est contre la mondialisation? Personne n'est contre la mondialisation. On est pour des opérations chirurgicales avec high-tech, personne, mais dans la manière dont elle est organisée prête à confusion, et c'est ça en fait ce qui m'a interpellé. Donc, alors pour revenir à mon sujet, le Mexique, le Maroc, les rapports, la globalization and its aftermath in the Mediterranean and Rio Grande region. Comment la mondialisation affecte-t-elle ces pays en voie de développement? Est-ce une imposition par les pays riches, le Club de Londres, la célèbre Trilateral Commission dont Asma a brillamment parlé? Est-ce des manœuvres au niveau de l'échiquier économique pour une suprématie du pouvoir? Je me suis posé toutes ces questions et j'ai essayé de voir dans une étude comparative si les mêmes effets qui ont eu lieu au Mexique vont avoir lieu au Maroc. Parce qu'en fait, le Maroc a encore le temps d'éviter certaines dérives. Voilà, donc je vais brièvement vous parler, vous faire un historique sur ce qui s'est passé au Mexique avec les États-Unis et ce qui se passe actuellement au Maroc. Selon le célèbre Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie et membre actif de l'administration Clinton, la mondialisation est un échec complet. Elle ne fonctionne pas pour les pauvres, elle ne fonctionne pas pour les finances mondiales et est un danger pour l'environnement, donc de la planète, donc de notre survie. Capitaliste, marxiste, tout le monde. Tout ce que nous portons ou presque, buvons, mangeons est fabriqué par des multinationales globalisées dans leur activité, c'est-à-dire la production. Le pouvoir de ces firmes multinationales sur notre vie, notre planète, nos institutions démocratiques n'a jamais été aussi écrasant. Et il ne cesse de l'être. Bien sûr, vous pouvez très bien me dire, mais ça a déjà existé. Certes, la mondialisation existait avec la conquête arabe, la romanisation de la Méditerranée, la soi-disant découverte du Nouveau Monde, c'est vrai, mais jamais avec cette intensité actuelle. Selon les Nations Unies, il y avait 7000 multinationales transnationales dans les années 70. Aujourd'hui, il y en a 64 000, avec 870 000 affiliés à travers le monde. Sur ces dernières, 200 forment les moteurs de l'économie mondiale globalisée. Et une manière de mesurer le pouvoir de ces globalisés, de ces multinationales, est de comparer le taux de croissance de leurs ventes et leur avoir à la croissance économique mondiale dans l'ensemble. Donc en 2002,
Les ventes combinées des 200 multinationales représentaient 28% du taux de production mondial, alors que leurs employés ne représentaient que 0,82% des actifs mondiaux. Alors là, je vais faire un historique au niveau des États-Unis, puisque depuis le XXe siècle, les États-Unis d'Amérique se sont engagés dans une stratégie globale commerciale, appuyée par la politique étrangère américaine, par l'armée aussi, au-delà de leurs frontières. Whatever is good for our companies is good for the country. Et l'Amérique latine, bien sûr, l'arrière-cour des États-Unis, entre guillemets, bien sûr, constituait et constitue encore l'endroit idéal pour mettre cette politique en pratique. Donc je vais vous parler d'un exemple, United Fruit. Donc rappelons avant d'aller plus loin que durant la première moitié du XXe siècle, un changement important eut lieu dans la vie économique américaine. Les firmes transnationales américaines, cherchant de la main-d'œuvre à bas coût et à maximiser leurs profits à tout prix, transférèrent la quasi-totalité de leur production dans les pays du tiers-monde. En d'autres termes, en Amérique latine. Faisant corps avec ce changement, l'administration américaine développa une campagne mondiale pour convaincre les pays en voie de développement à baisser leurs tarifs douaniers, qui protégeaient leurs industries nationales et adopter la politique de free trade, commerce libre. Cette campagne aliéna le développement économique latino-américain et élargit les différences entre riches et pauvres en accélérant la migration justement vers les rivages des États-Unis. Et c'était ça en fait le sujet de départ de mes recherches. Maintenant, je reviens à United Fruit. Cette multinationale avait jadis acheté ses premières plantations de bananes en Jamaïque en 1870, donc à peu près 40 ans après la conquête d'Algérie par les Français, était en pleine ascension au Panama, était présente dans les îles Canaries en 1910. En 1927, après avoir acheté The California Guatemala Fruit Corporation, elle commença à se diversifier en achetant des plantations de canne à sucre à Cuba et des domaines pétroliers en Colombie, Équateur et au Panama. Il faut aussi dire que les contacts très intrinsèques, enchevêtrés, et en particulier de cette firme vis-à-vis de certains régimes latino-américains, lui permirent d'avoir beaucoup de marchés. Alors je fais un saut. En 1970, cette firme transnationale devint United Brands Company et en 1979, la même firme fut accusée d'utiliser des pesticides. Le dibromochloropropane, pour être plus précis, c'est le DBCP, qui a été largement utilisé dans l'agriculture américaine de 1955 à 1977. Bien sûr, il est interdit aux États-Unis actuellement, et on a prouvé que c'était la cause d'infertilité chez les travailleurs qui l'ont manipulé régulièrement. En 1989, cette corporation devint The Chiquita Brands International, que tout le monde connaît, car elle fut en première page des journaux lors de la guerre des bananes entre les États-Unis et l'Europe. Alors le cas de Chiquita est loin d'être un cas isolé. Les Nord-Américains donc pénètrent le Mexique. Il y a beaucoup de similitudes entre le Mexique et le Maroc. Le Mexique, bien sûr, une grande partie du territoire mexicain a été littéralement happé, pour ne pas dire volé, par les États-Unis. Donc il y a le mythe du Rio Bravo de David Crockett. Et tout le monde sait aussi que les Marocains, la dynastie almohade, dynastie berbère des Almoravides, Almorabitoun, tous ces termes, on les trouve encore en espagnol, Los Almoravides. Eh bien, l'Espagne a été donc occupée par ces arabo-berbéro-visigoths pendant 800 ans. Donc c'est une longue histoire, pénible, tortueuse. Et je me rappelle des paroles de Howard Zinn qui disait « After all, when the wetbacks », bien sûr, je mets ça entre they just cross the river, they just going back home in a way. Et j'applique aussi ça à mon cas personnel parce qu'un jour, je devais prendre l'avion à Malaga pour aller à Londres et il y avait plein de travailleurs immigrés marocains qui étaient tout à fait en règle, des braves papis qui faisaient leurs prières sur le gazon de Algeciras, la ville en face de Tanger, qui veut dire Al-Jazira al-Khadra, donc l'île verte.
Et donc ce brave chauffeur m'avait dit, vous regardez-moi tous ces morts, mais c'est vraiment le retour des morts, parce qu'on dit mort quand on parle des Arabes, qui sont en fait des Berbères. Donc la situation est un peu compliquée. Et à un moment donné, il y a eu un silence dans le taxi, parce que je ne lui ai pas répondu. Et il m'a dit, pero usted es un moro? J'ai dit, marroquí, je préfère. Donc après, on était devenus les meilleurs amis du monde. Et il m'a dit, vous savez, on est tous mélangés. Hein. Alors, je reviens donc à Chiquita. Donc, les Nord-Américains, je préfère être précis dans mes termes, pénètrent donc les terres avec des projets de construction massifs, et je vais vous donner le nom de certaines sociétés à l'époque. Vanderbilt's Nicaraguan Transit Company, Minor Keith's Central American Railroad, Aspinwall's Panama Railroad, etc. Donc, à l'aube du XXe siècle, la principale méthode d'exploitation avait changé. Et pour avoir un ordre d'idée, en 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, l'implication américaine dans le continent latino-américain, les firmes états-uniennes avaient un avoir de 416 millions de dollars en investissement direct au Mexique et seulement au Mexique. Donc ça correspond au taux d'investissement le plus élevé dans le monde entier. Et bien sûr, l'Amérique latine représentant la moitié des investissements américains à l'étranger. Donc ces chiffres, je les tire d'un ouvrage de Myra O'Meara Wilkins qui s'appelle The Emergence of Multinational Enterprise, American Business Abroad from the Colonial Era to 1914. Après la Deuxième Guerre mondiale, un troisième changement eut lieu. Les firmes spécialisées dans la production chimique, plastique et électronique commencèrent à délocaliser à l'étranger. Cette délocalisation est au cœur même du modèle de libre-échange promu par les États-Unis d'Amérique, et il s'est fait en 4 étapes. La première, donc, au Panama et à Porto Rico. Porto Rico, vous savez que c'est un État américain. En 1947, c'est un petit peu dit de manière cynique, pas 2 par le programme d'industrialisation de la frontière mexicaine à partir de 1965, le plan donc avec les maquiladoras, 3 par l'initiative du bassin caribéen à partir de 1985, et le 4e, c'est NAFTA, the North American Free Trade Agreement, cet accord très célèbre avec le Canada, le Mexique et les États-Unis. L'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Il faut ajouter que jusque dans les années 50, les multinationales américaines n'avaient pas de concurrents, et presque pas, et leur taux d'investissement culmina en l'année 65, une année importante pour mon étude, puisqu'en fait le Mexique remplaça le programme d'échange des travailleurs saisonniers, le Bracero Plan, avec ce programme d'industrialisation de la frontière mexico-américaine, avec les maquiladoras. C'est un terme très, très important qu'on va retrouver plus tard dans le plan émergence au Maroc. Donc on vit apparaître progressivement les Free Trade Zones, zones de libre-échange avec des parcs industriels d'ouvriers mexicains à bas salaire. Et par conséquent, en 1992, il y avait à peu près 200 de ces zones au Mexique contenant 3000 usines d'assemblage et faisant travailler plus de 735 000 personnes, avec des exportations annuelles vers les États-Unis d'Amérique de 14 milliards de dollars. Ainsi, donc, une nouvelle stratégie de production était régionalement intégrée par les multinationales ou transnationales américaines grâce à une politique d'ateliers de sous-traitance, en fait, ou ateliers de relais de firmes comme celles de General Electric, General Motors, Ford, Chrysler, Goodyear ou Mattel. Les maquiladoras bénéficièrent de statuts de zone de libre-échange, et cette initiative fut accompagnée par des HTS, Harmonized Tariff Schedules. C'était une manière d'alléger les exportations d'objets métalliques qui étaient exportés, puis après, on ne payait pas de taxes sur ces objets-là, donc c'était tout bénef pour les sociétés américaines. Donc je vais aller un peu vite parce que je pense que le temps m'est compté. Je ne vous tuerai pas. Les maquiladoras emploient surtout des femmes parce que les femmes sont plus souples et obéissantes et ont moins tendance à se rebeller dans les usines d'assemblage de pièces électroniques pour la confection d'articles de sport, produits IFI et autres articles électroménagers. Depuis la signature du NAFTA en 1993, il y eut une augmentation du déficit commercial américain avec le Canada et le Mexique. Et la délocalisation d'une production américaine
quand même créatrice de 879 280 emplois. Et la plupart de ces emplois correspondaient à des salaires hautement qualifiés dans la production industrielle. En fait, la perte de ces emplois n'est que le pic de l'iceberg de l'impact sur l'économie américaine. NAFTA a aussi contribué à élargir les inégalités salariales et a eu un effet sur les syndicats et la faculté d'organisation de ces syndicats pour défendre les droits des travailleurs. Je sais que maintenant on dit salariés. Enfin, l'ALENA est un accord qui offre des garanties uniques aux investisseurs pour stimuler les investissements étrangers. Et très souvent, si on veut poursuivre ces multinationales, on a du mal puisqu'en fait, elles sont protégées, elles sont très très protégées. Un des thèmes aussi qui m'intéresse, c'est l'environnement, notamment pour le nord du Maroc. Il semblerait pour NAFTA qu'il n'y avait pas de clause de protection dans ce domaine-là, mais en ce qui concerne le Maroc, il y a une prise de conscience, car le Maroc a ouvert son économie à l'économie de marché pour tenter de s'adapter à la mondialisation. Donc maintenant, brièvement, on va voir comment le Maroc fait face à la mondialisation. Alors, je me suis aussi basé sur un ouvrage qui a été écrit par Shana Cohen et Larbi Jaidi, un professeur à Rabat, qui a fait partie aussi du gouvernement, et qui s'appelle Morocco, Globalization and its Consequences. Donc, selon ces deux chercheurs, le Maroc a toujours respecté les conditions du FMI, c'était toujours un bon élève, et de la Banque mondiale dans sa politique de restructuration économique. Vous devez savoir aussi que le GATT, le General Agreement on Trade and Tariff, was voted in Marrakesh in 1994. Donc ce fut par pure nécessité financière que le Maroc a été obligé pour combler un certain déficit budgétaire, selon ces deux chercheurs, et aussi grâce au respect des directives de la Banque mondiale, du FMI, il a pu négocier avec ces organismes pour avoir des fonds. Alors, ce qui est difficile au Maroc, c'est que la pauvreté demeure un des problèmes les plus consistants, et à cause aussi de l'inconsistance de la croissance économique et le déclin de l'intervention de l'État. C'est-à-dire que l'État intervient de moins en moins dans les affaires publiques marocaines, puisqu'il applique en fait le néolibéralisme. Alors, pour pallier à ce problème, le gouvernement marocain, avec des fonds de la Banque mondiale, a créé l'Agence pour le développement social. Et le roi a récemment lancé l'initiative nationale pour le développement humain pour combattre la pauvreté dans 250 communautés urbaines et rurales par le développement d'infrastructures, de services sociaux pour un coût de 10 milliards de dirhams, soit 1 milliard d'euros. Le Maroc a accéléré son intégration dans le marché global pour démarrer la croissance économique. Cependant, selon Cohen et Jaidi, les accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique n'ont pas fait augmenter les exportations ou attirer les devises étrangères pour placer le Maroc dans une meilleure situation économique. Selon le ministre actuel de l'Industrie et du Commerce, M. Ahmed Reda Chami, je crois, le plan émergence, c'est un plan très, très ambitieux, puisqu'en fait, le Maroc a construit le plus grand port en Afrique. Il se trouve au nord du Maroc. Il y a Tanger Med 1 et Tanger Med 2. Il était prévu de construire ce port, bien sûr, avec l'aide européenne, française et, je crois, européenne, dans l'Atlantique, mais il s'est fait dans la Méditerranée, puisqu'en fait, la Méditerranée, il y a beaucoup de trafic shipping. Voilà, donc le ministre de l'Industrie espère que le Maroc va moderniser son économie et ne plus être dépendant d'une économie principalement rurale. Alors pour terminer, je dirais que malgré la persistance de la pauvreté et d'autres soucis, il faut reconnaître que le Maroc has moved forward. Moi j'ai 46 ans, donc je n'ai pas connu véritablement les années de plan, mais on peut s'exprimer au Maroc. Le changement est là, on ne peut plus reculer en arrière, et c'est très agréable. Cependant, le processus économique et l'ouverture politique au Maroc se sont avérés beaucoup plus complexes et ardus que de suivre les recommandations de la Banque mondiale. Alors la question
qui s'impose, c'est que peut faire un pays comme le Maroc et la privatisation de son économie une fois confronté aux multiples problèmes politiques, économiques et sociaux, d'ailleurs générés en partie par les mêmes recommandations de la Banque mondiale. After all is said and done, globalization has one globe. Voilà, je voudrais terminer sur ces paroles-là. Merci.